J'ai tué mon cousin le jour de son mariage. Pas avec un couteau ou un poison, non, avec des mots qui ont pourri son âme comme un ver dans une pomme trop mûre. Et pendant que les invités trinquaient au champagne, moi, j'ai versé le poison le plus lent, la vérité nue, crue, celle qui fait saigner les secrets enfouis. Vous pensez que la famille est sacrée? Attendez de voir comment elle se déchire quand on gratte la surface. Ce n'était pas un crime impulsif, mais une symphonie de revanche, orchestrée note par note dans les recoins sombres de mon esprit brisé. J'ai attendu ce jour, ce mariage fastueux à Aix-en-Provence, pour frapper au cœur de leur hypocrisie bourgeoise. Et si vous me jugez, sachez une chose, la vengeance n'est pas un péché, c'est une libération, un cri primal contre ceux qui vous ont piétiné sans un regard en arrière. Imaginez, des centaines d'yeux braqués sur l'alliance qui brille, des rires qui fusent comme des bulles de mouette, et moi, relégué derrière un pilier marqué overflow, le mot qui hurle mon statut de rebut familial. C'était le début de la fin pour eux, et le mien, le lever de rideau sur une tragédie que je dirigeais. Le soleil de Provence cognait dur ce matin-là, comme un marteau sur l'enclume de mes nerfs à vif. J'étais arrivé à Aix-en-Provence la veille, dans cette maison de famille perchée sur les collines, avec ses volets bleus écaillés et son jardin où les oliviers centenaires montaient la garde comme des sentinelles muettes. La maison des Duval, ma lignée maudite, où chaque pierre semblait imprégnée de l'odeur âcre des regrets non dits. Mon cousin, Étienne, épousait Claire ce week-end, un mariage qui promettait d'être l'événement de l'année pour notre petite bourgeoisie lyonnaise en exil provençal. Et moi, Alexandre, le fils prodigue, le mouton noir, j'étais là pour enterrer la hache de guerre. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Je descendis les escaliers en bois craquant, mon sac à dos usé jeté sur l'épaule, et tombé sur ma tante Marguerite dans la cuisine. Elle remuait une cafetière en inox avec une précision chirurgicale, ses lèvres pincées comme si elle mâchait un citron amer. « Alexandre, te voilà enfin. On t'attendait hier soir. » Sa voix était un mélange de reproches et de miel forcé, typique des Duval, toujours prêt à pardonner, mais jamais à oublier. Train en retard, tante. Les lignes TGV ne courbent pas les chines pour les occasions familiales. Je posai mon sac près de la table en chêne massif, où trônaient déjà des paniers de figues fraîches et un journal local plié à la page des annonces matrimoniales. Elle me toisa, ses yeux gris comme l'acier, fouillant mon visage en quête de failles. Marguerite avait toujours été la gardienne des secrets familiaux, celle qui cousait les lèvres des commérages avec un fil d'acier. Assieds-toi. Prends un café. Étienne est déjà en bas, avec le traiteur. Il veut que tout soit parfait. Parfait. Ce mot me fit grincer des dents. Étienne, l'aîné, le Golden Boy, avocat à Paris, appartement haussmannien, et maintenant cette Claire, une prof de littérature aux airs de Musintello, avec ses lunettes rondes et ses robes fluides qui sentaient le laurier. Ils s'étaient rencontrés à un vernissage à la Fondation Mact, et depuis, c'était le conte de fées version Duval. Moi, j'avais fui Lyon après l'université, atterri à Marseille comme prof de philo dans un lycée pourri, entouré de gamins qui rêvaient de s'évader plus que moi. Pas de femme, pas d'enfants, juste des livres jaunis et une bouteille de pastis pour noyer les nuits. Je m'assis, versai le café noir comme mon humeur. Parfait, hein? Et mon rôle dans ce cirque? Je suppose que je suis le porteur de bagues, ou le clown pour animer les toasts? Marguerite rit, un gloussement sec qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Ne sois pas amer, Alexandre. C'est un jour de joie. Ton oncle Henri est ravi que tu sois là. Il dit que tu as changé. Changé. Oui, j'avais changé. 3 ans à ruminer dans l'ombre, à assembler les pièces d'un puzzle que personne d'autre ne voyait. Le puzzle de la trahison qui avait fracassé ma vie, et dont Étienne était le centre. La matinée fila en un tourbillon de préparatifs. Je descendis dans le jardin, où des tentes blanches se dressaient comme des voiles de bateau, et des serveurs en gilet noir disposaient des couverts en argent sur des nappes damassées. Étienne surgit d'une remise, les manches de sa chemise retroussées, une liste à la main. Alex. Mon vieux. Il me serra dans ses bras, une accolade d'ours trop enthousiaste, qui masquait mal son malaise. Ses yeux bleus, identiques aux miens mais sans la fatigue qui les creusait, pétillaient d'une fausse joie. Étienne. Félicitations. Claire a de la chance. Les mots glissèrent comme du savon, lisse mais glissant. Il rit, tapa mon épaule. Et toi? Toujours célibataire? Faut que je te trouve quelqu'un à ce mariage. Plein de célibataires en vue. Il cligna de l'œil,
inconscient du venin qui bouillonnait en moi. Célibataire. Parce que grâce à lui, j'avais perdu la seule femme qui comptait. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais l'invité modèle, le cousin repentant. Le dîner de répétition eut lieu sous les étoiles, autour d'une longue table éclairée par des guirlandes de lanternes. Vin de bandole, agneau rôti aux herbes, et des toasts qui s'enchaînaient comme des balles de mitraillette. Mon oncle Henri, le patriarche bedonnant avec sa moustache poivre et sel, leva son verre, à Étienne et Claire, à l'amour qui unit notre famille. Un chœur d'applaudissements. Je bus, le rouge corsé me brûlant la gorge, et observai. Observai les sourires forcés de ma cousine Sophie, qui cachait ses dettes derrière un maquillage impeccable. Observai les regards en coin de mon oncle vers la serveuse trop jeune. Et surtout, observai Étienne, rayonnant, main dans la main avec Claire, qui rougissait sous les compliments. La nuit tomba lourde, imprégnée de jasmin et de sel marin porté par le Mistral. Je m'éclipsai dans ma chambre d'amis, une mansarde aux murs tapissés de photos jaunies, nous enfants, courant dans les vignes, Étienne et moi, adolescents, posant avec des raquettes de tennis. Innocence perdue. Je sortis de mon sac un carnet noir, usé au coin, et relus mes notes. Des dates, des noms, des preuves accumulées comme des munitions. Le plan était prêt. Demain, au mariage, le pilier Overflow serait mon alibi parfait et isolé, invisible, mais avec une vue imprenable sur la scène. Je m'allongeai, le cœur battant au rythme d'une horloge déréglée. Le sommeil vint par bribes, hanté par des souvenirs, le jour où Étienne m'avait volé ma thèse, la soumettant sous son nom pour décrocher son poste à Paris, le jour où il avait couché avec Élise, ma fiancée, pour me tester, comme il l'avait justifié plus tard dans un café enfumé de la place Bellecour. C'était une erreur, Alex. Elle n'était pas pour toi. Erreur. Le mot qui avait allumé la mèche. À l'aube, le domaine bruissait déjà. Fleurs livrées, coiffeur en maraude, et l'air chargé d'une excitation palpable. Je m'habillai d'un costume gris anthracite, sobre, presque funèbre, un choix délibéré. En bas, Claire virevoltait en robe de demoiselle d'honneur, aidant sa future belle-mère à ajuster son chapeau. Alexandre. Tu es élégant. Prêt pour la grande journée. Plus que jamais. Mon sourire était un masque de plâtre. Nous partîmes en convoi vers l'église Saint-Sauveur, nichée dans le vieux quartier d'Aix, ses cloches carillonnant comme un appel au jugement. La cérémonie fut un ballet de tradition, orgue grondant, vœux murmurés, alliance glissée au doigt avec une tendresse qui me donnait la nausée. Je m'assis au fond, comme convenu, derrière ce pilier massif en pierre ocre, gravé discrètement d'un overflow en lettres gothiques vestige d'une rénovation hâtive, signifiant les places pour les invités supplémentaires. Invisible. Parfait. De là, j'entendais tout, les rires étouffés, les sanglots de joie, le prêtre intonnant les épousailles éternelles. Étienne, en queue de pied impeccable, embrassa Claire sous une pluie de pétales de rose. Et moi? Moi, je sortis mon téléphone, discrètement, et envoyai le premier message. Pas à Étienne non, à Sophie, ma cousine, celle qui haïssait son frère pour des raisons que j'exploitais maintenant. Sophie, regarde ton téléphone. La vérité sur Étienne arrive. Prête? Sa réponse fut immédiate, un pouce levé, tremblant. Le piège se refermait. La réception battait son plein dans les jardins du domaine, un écrin de cyprès et de bassins miroitant sous le soleil implacable de midi. Des tables rondes drapées de lin blanc s'alignaient comme des îles dans un océan de rire et de cliquetis de verre. L'orchestre jouait un air de jazz manouche, Django Reinhardt revisité pour l'occasion, et les invités où une centaine d'âmes triées sur le volet, notaires lyonnais, galeristes parisiens, et la Smala du Val au complet se pressaient autour du buffet provençal, tapenade verte, pissaladière croustillante, et fromage de chèvre frais qui fondait sur la langue comme un pardon non mérité. Mon siège, bien sûr, était derrière ce pilier maudit. Overflow, gravé comme une sentence, me reléguait à l'ombre d'une colonne qui puait l'humidité et les siècles. De là, j'avais une vue en biais sur la table d'honneur, Étienne et Claire au centre, entourés de leurs parents, toasts fusant comme des flèches. À l'amour qui défie le temps, lança mon oncle Henri, son verre brandi haut, la bedaine tendant les boutons de sa veste. Applaudissements. Je sirotais mon pastis dilué, l'anis amer me rappelant les quais de Marseille, où j'avais ourdi les fils de cette toile. Sophie s'approcha, son verre de rosé tremblant légèrement. Elle était belle, ma cousine, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles folles et ses yeux verts qui trahissaient une tempête intérieure. 28 ans,
graphiste freelance à Grenoble, et un secret qui la rongeait, Étienne l'avait forcé, des années plus tôt, à avorter en silence, arguant que la famille ne supportait pas les scandales. Elle s'assit près de moi, feignant la confidence familiale. « Alex, qu'est-ce que tu as envoyé ? J'ai vu le message, mais... rien n'est arrivé. » Patience, Sophie. Le poison agit lentement. Je lui tendis mon téléphone, l'écran affichant une capture d'écran, un email anonyme, envoyé via un compte jetable, contenant des extraits de la thèse d'Étienne, ma thèse, volée en 2012 lors d'une soirée arrosée à la fac de droit. J'y avais ajouté des annotations, date de soumission, signature falsifiée, et le mail incriminant où il me remerciait pour l'inspiration. Lis ça. Et quand tu seras prête, forward-le à ton père. Dis-lui que c'est anonyme, mais vrai. Ses pupilles se dilatèrent, un mélange de rage et de libération. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce mariage ? Parce que le bonheur des autres est le meilleur moment pour frapper. Et parce que tu mérites justice, autant que moi. Elle hocha la tête, rangea le téléphone dans sa pochette perlée, et s'éloigna vers la piste de danse, où Claire valsait déjà avec son père. Je la vis envoyer le message, ses doigts volant sur l'écran comme des oiseaux affolés. Le premier craquement vint à l'apéritif. Mon oncle Henri, rougeaud après son 3e verre, s'approcha de la table d'honneur pour un discours impromptu. « Étienne, mon fils, tu es la fierté des Duval. Ton parcours, de la Sorbonne au barreau, inspire-nous tous. » Il leva son verre à nouveau, mais son téléphone vibra bruyamment sur la table. Il le consulta, fronça les sourcils. Un murmure, puis un silence pesant. Je vis ses lèvres remuer, « Qu'est-ce que... » Étienne, alerté, jeta un œil par-dessus son épaule. Son visage blêmit, comme si on lui avait versé de l'acide dans le gosier. De mon perchoir ombragé, je savourais. Le pilier me camouflait, mais pas mes oreilles, les chuchotements enflèrent. Plagiat ? C'est impossible. Regarde la date, Henri, c'est la thèse d'Alexandre. Sophie avait bien fait son travail. Claire, sentant la fissure, posa une main sur le bras d'Étienne. Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Rien, ma puce. Un malentendu. Sa voix était un fil tendu, prêt à rompre. Mais le malentendu grandit. D'autres téléphones sonnèrent, j'avais veillé à ce que l'email soit forwardé en chaîne, via un script simple codé sur mon laptop la nuit précédente. Les invités, ces vautours sociaux, se penchèrent sur leurs écrans, les yeux écarquillés. Une tante, la vieille Élisabeth, lâcha un hoquet théâtral, « Mon Dieu, Étienne, tu as volé l'œuvre de ton propre cousin. » Le chaos s'installa comme une brume toxique. Étienne se leva d'un bond, renversant une chaise. C'est faux. Une calomnie. Il balaya l'air de la main, mais ses yeux cherchaient déjà une issue. Henri, le visage congestionné, le saisit par le coude. Explique-toi, fiston. Devant tout le monde. Claire, pâle comme un linceul, murmura, Étienne. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je restai immobile, le cœur cognant comme un tambour de guerre. C'était la première note de ma symphonie. Mais ce n'était que l'ouverture. Le vrai coup viendrait plus tard, quand la nuit tomberait et que les masques tomberaient avec elle. L'orchestre reprit, maladroitement, un air de Vivaldi pour noyer le malaise. Les invités se dispersèrent en grappes nerveuses, toasts oubliés, assiettes intouchées. Sophie revint, essoufflée. Il est furieux. Il sait que ça vient de moi ou de toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attend. Le prochain acte est pour Élise. Élise, mon fantôme personnel. L'ex-fiancée que j'avais surprise dans le lit d'Étienne, 6 ans plus tôt, lors d'un week-end à la mer. Elle n'était pas invitée aujourd'hui au Trop Awkward, avait décrété Marguerite. Mais j'avais son numéro, et un message prêt, une photo, floue mais accablante, de 2 enlacés, datée du jour où elle m'avait quitté. Élise, souviens-toi de notre erreur. Étienne épouse Claire demain. Partage ton histoire sur les réseaux. Mariage Duval. Son réponse arriva en 15 minutes, fait. Pour toi, Alex. J'ouvris Twitter ou X, comme on dit maintenant et vis le trade exploser. Plagiat Duval trending localement, avec des retweets de collègues d'Étienne à Paris. Puis, le coup de grâce, le post d'Élise, anonyme mais tagué subtilement. Quand ton fiancé te trompe avec son cousin pour te tester. Joyeux mariage, Étienne. Les serveurs circulaient,
distribuant du champagne pour apaiser les âmes. Moi, je bus une gorgée, le bulle pétillant sur ma langue comme des éclats de verre. Étienne traversa la foule, droit sur moi. Il s'arrêta net devant le pilier, son visage un masque de fureur contenue. « Alex. C'est toi, hein? Cette merde de thèse, Élise. Tu vas tout foutre en l'air. » Je levai les yeux, innocent comme un agneau. « Quoi, cousin? Je suis juste assis là, à regarder le spectacle. » Derrière le pilier, comme on m'a assigné. Il serra les poings, les jointures blanchies. « Si tu crois que... » Chut, murmurai-je. Claire arrive. Il pivota, vit sa mariée approcher, les yeux rougis. Elle l'embrassa sur la joue, mais le geste était mécanique. « On en parle plus tard », souffla-t-elle. La fissure s'élargissait. La journée s'étira en une torture exquise. Jeux, discours tronqués, et une piste de danse où les corps se frôlaient sans se toucher vraiment. Je dansais avec Sophie, un slow maladroit, et lui glissais, « Maintenant, ton tour. Raconte à ton père ce qu'Étienne t'a fait. » L'avortement. Il mérite de savoir quel monstre il a élevé. Elle hésita, puis hocha la tête. Pour nous deux. La nuit tomba, les lanternes s'allumèrent, et le feu d'artifice illumina le ciel comme des éclats de vengeance. Étienne et Claire coupèrent le gâteau à une pièce montée à 5 étages, symbolique mais le glaçage semblait amer. De mon overflow, j'envoyai le dernier message, à Henri, une preuve irréfutable des malversations d'Étienne au cabinet, détournement mineur pour financer son train de vie. Le pilier tremblait presque sous le poids des murmures. La vengeance coulait, invisible mais inexorable. La lune se leva sur les collines d'Aix, un disque pâle et moqueur qui baignait les jardins d'une lumière laiteuse, transformant les ombres en complices. Le mariage s'était mué en veillée funèbre déguisée, rire forcé, verre qui se remplissait trop vite, et un orchestre qui jouait plus fort pour couvrir les fissures. J'avais migré de mon pilier vers un banc isolé près du bassin, où les nénuphars flottaient comme des secrets noyés. L'air était lourd de thym et de tension, le mistral tombait, laissant place à un silence oppressant entre les rafales de jazz. Étienne me trouva là, silhouette noire contre la lueur des torchets. Il s'assit à côté de moi sans un mot, alluma une cigarette vice qu'il niait en public, pour l'image. La flamme du briquet illumina son visage, cerne profond, lèvres gercées, l'homme d'affaires fêlé jusqu'à l'os. Pourquoi, Alex? Pourquoi maintenant? On était cousins, putain. Frère, presque. Je tirai sur ma propre clope, exhalai la fumée en volute grise. Frère? Tu te souviens de la nuit où tu as testé Élise? Ou quand tu as soumis ma thèse comme la tienne, me laissant pourrir à Marseille pendant que tu paradais à Paris? Frère vole pour l'autre, pas à l'autre. Ma voix était basse, un murmure venimeux, calibré pour ne pas porter jusqu'aux oreilles indiscrètes. Il écrasa sa cigarette sous son talon, les yeux flamboyants. C'était il y a des années. J'ai payé, Alex. Je t'ai offert un job au cabinet, et tu as refusé. Par orgueil. Orgueil. Le mot me fit rire, un son rauque qui ricocha sur l'eau du bassin. Un job? Pour laver tes sales dessous? Non, Étienne. J'ai attendu ce jour parce que c'est le sommet de ton illusion. Mariage, famille, respect. Tout ce que tu m'as volé. Il se leva, ombre menaçante. Tu vas regretter. Je vais tout nier, engager des avocats. Cette famille te lâchera comme un paria. Mais sa voix chevrotait, trahissant la peur. Il s'éloigna vers la maison, où Claire l'attendait, probablement pour une confrontation nocturne. Sophie me rejoignit peu après, enveloppée dans un châle de cachemire malgré la tiédeur de la nuit. J'ai parlé à papa. Il est effondré. Pour l'avortement, il dit que c'est un mensonge, mais il sait. Au fond, il sait. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais aussi d'une lueur nouvelle, la force d'une femme qui se libère. Et toi, Alex? Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça? La paix, répondis-je simplement. Ou du moins, l'équilibre. Ils m'ont brisé, je les répare en les cassant. Elle posa une main sur mon bras, un geste fraternel, et nous restâmes là, écoutant les grillons et les échos lointains de la fête qui agonisait. À l'intérieur, le drame se nouait. J'entrai discrètement par la cuisine, où les restes du buffet refroidissaient en tas pathétiques. Des voix s'élevaient du salon, Henri, tonitruant.
Comment as-tu pu, Étienne? Voler ton cousin, coucher avec sa femme, et maintenant ces histoires avec Sophie? Tu n'es pas un Duval, tu es une honte. Un sanglot au clair? Je ne sais plus qui tu es. Je m'adossai au mur, invisible dans l'ombre des placards. Les mots coulaient comme du lave, érodant les fondations de leur petit monde. Marguerite intervint, voix chevrotante, arrêtez. C'est le jour de leur mariage. Demain, on oublie. Oubliez. Le mantra des Duval. Mais pas cette fois. Dehors, le feu d'artifice avait laissé des traînées de cendres sur le gravier. Les invités partaient par grappes, murmures et regards en coin. Mon oncle me croisa sur le seuil, son pas chancelant. Alexandre. C'est toi, n'est-ce pas? Derrière tout ça. Ses yeux, injectés de sang, me transperçaient. Oui, admis-je, sans scier. Parce que la vérité n'attend pas les occasions. Elle frappe quand on est le plus vulnérable. Il secoua la tête, un mélange de dégoût et de compréhension fugace. Tu nous détruis tous. Puis il s'en alla, silhouette voûtée vers sa chambre. La nuit s'épaissit. Je montai dans ma mansarde, ouvris mon laptop. Un dernier envoi, un dossier complet à la presse locale, Le Provençal, avec preuves numérisées. Plagiat et scandales familiaux, le mariage maudit des Duval. Anonyme, bien sûr. Demain, les gros titres. Mais le sommeil me fuit. Allongé sur le lit étroit, je revivais la scène, Élise, en larmes, me rendant la bague chez moi à Lyon, rue de la République. Il m'a dit que tu n'étais pas l'homme qu'il te fallait. Que c'était pour mon bien. Pour mon bien. Le mensonge qui avait failli me noyer. J'avais sombré alors alcool, nuit blanche, un job perdu par négligence. Puis, la renaissance, des mois à fouiller, à compiler, à transformer la douleur en lame aiguisée. À l'aube, un cri déchira le silence. Claire, hurlant dans le jardin. Je me postai à la fenêtre, elle jetait son alliance dans le bassin, Étienne la poursuivant, suppliant. C'est fini, Étienne. Je ne peux pas épouser un menteur. Les domestiques accoururent, Marguerite en peignoir, tentant de recoller les morceaux. Henri, en bas de pyjama, les séparait comme un arbitre fatigué. Je descendis, café en main, feignant la surprise. Qu'est-ce qui se passe? Claire se tourna vers moi, visage ravagé. Ton cousin est un imposteur. Tout est faux. Étienne me fusilla du regard, mais n'eut pas la force de parler. Le petit déjeuner fut un enterrement. Pain grillé froid, fruits intacts, et un silence de cathédrale. Sophie, assise en face de moi, murmura, c'est fait. Il ne s'en remettra pas. Je hochai la tête, une satisfaction amère au creux de l'estomac. Mais la vengeance n'était pas complète. Il restait le cœur, la famille entière, complice par silence. Aujourd'hui, lors du brunch de clôture, j'allais frapper le dernier coup. Pas avec des mots, mais avec une lettre manuscrite, lue à voix haute devant tous. Les confessions de Marguerite elle-même, que j'avais obtenues par chantage subtil des mois plus tôt, ses amours adultères, les fonds détournés pour Étienne. Le soleil montait, impitoyable. Le pilier, là-bas dans le jardin, semblait me saluer. Overflow? Non, c'était le débordement de la vérité. Le brunch s'étalait sur la terrasse comme une parodie de normalité, corbeille de croissants tièdes, salade de fruits fanés, et du café qui refroidissait dans des tasses en porcelaine ébréchée. Les invités restant une poignée de loyaux, plus les Duval au complet picoraient en silence, évitant les regards. L'air vibrait d'une électricité statique, le Mistral revenu pour fouetter les nappes et emporter les derniers lambeaux de dignité. J'arrivai en dernier, ma lettre pliée dans la poche intérieure de ma veste. Élégant, impassible, le vengeur en civil. Claire était là, yeux bouffis, robe froissée de la veille, elle évitait Étienne, qui sirotait son expresso les épaules voûtées, un fantôme de lui-même. Henri présidait, mâchoire serrée, distribuant des ordres aux serveurs comme si le décorum pouvait recoller l'âme brisée de sa famille. Marguerite, pâle sous son maquillage craquelé, tripotait son collier de perles, celle que j'avais vue, dans mes recherches, financée par des emprunts au compte familial. Soyons clairs, lança Henri d'une voix rauque, brisant le silence. Hier était regrettable. Mais nous sommes des Duval. Nous surmontons. Un murmure d'assentiment forcé. Sophie, à ma droite, me pinça la cuisse sous la table, signal.
C'était le moment. Je me levai, tous les yeux sur moi comme des projecteurs de cour d'assises. Oncle Henri, avant que nous surmontions, permettez-moi une dernière parole. Pour clore ce chapitre familial. Je sortis la lettre, 4 pages manuscrites, l'encre noire comme le fiel. Ce n'est pas à moi. C'est à Marguerite. Lisez, ou laissez-moi lire. Un hoquet collectif. Marguerite bondit, Alexandre, non. C'est privé. Mais Henri, curieux malgré lui, tendit la main. Donne. Je la lui passai, et il déplia les feuillets, ses yeux courant sur les lignes. Son visage se décomposa progressivement, choc, incrédulité, puis une rage froide. Marguerite. Les voyages à Nice? Les amis? Et l'argent? Pour Étienne? Elle se décomposa, larmes coulant en sillon noir sur ses joues poudrées. Henri, chéri, c'était pour le bien de la famille. Étienne avait besoin. Mais sa voix se brisa. Étienne, livide, balaya la table d'un regard accusateur. Maman? Tu as volé pour moi. Le chaos explosa. Assiette renversée, chaise raclant le carrelage, voix se chevauchant en un crescendo hystérique. Claire se leva, claquant sa serviette, c'est une famille de menteurs. Je pars. Tout de suite. Elle s'enfuit vers la maison, valise en main, laissant Étienne suppliant dans le vide. Sophie intervint, voix ferme pour la première fois, papa, maman, arrêtez de nier. Étienne m'a forcé à avorter il y a 5 ans. Il m'a dit que c'était notre secret, que la famille ne pardonnerait pas. Mais c'est lui qui ne pardonne rien, il vole, il trompe, il détruit. Henri chancela, s'appuyant sur la table, son monde s'effondrant comme un château de cartes sous le Mistral. Je restai debout, la lettre pendant mollement dans ma main. Ce n'est pas de la vengeance gratuite. C'est la justice que vous m'avez refusée. Ma thèse volée, Élise brisée, et des années de silence complice. Hier, derrière ce pilier overflow, j'étais le rebut. Aujourd'hui, je suis la voix. Étienne chargea, point levé, mais Henri l'arrêta d'un geste. Assez. Sors d'ici, fils. Tous les deux. Il pointa Étienne et moi, indistinguables dans la fureur. Vous avez empoisonné ce sang. La terrasse se vida en un exode muet. Marguerite s'effondra en sanglots, Sophie la consolant malgré tout au lien de sang, indestructible même dans la boue. Henri me fixa, un long moment, puis murmura, tu as gagné, neveu. Mais à quel prix? À celui de la vérité, répondis-je. Et ça vaut tous les piliers du monde. Je partis à mon tour, traversant le jardin où les fleurs piétinaient jonchaient le sol comme des victimes. Mon téléphone vibra, un mail de Le Provençal. Article publié. Scandale familial à Aix, plagiat et secrets enfouis. Les premières réactions affluaient aux commentaires acerbes, partages viraux. Dans la voiture de location, roulant vers Marseille, le paysage défilait, vignes torsadées, villages perchés, la Provence impitoyable dans sa beauté. Je m'arrêtai sur une aire, ouvris une bière tiède, et appelai Élise. C'est fait. Il est fini. Sa voix, douce et brisée, merci, Alex. J'ai tourné la page depuis longtemps. Et toi? Maintenant, oui. Mais au fond, un vide béant. La vengeance avait nettoyé la plaie, mais laissé une cicatrice qui tirerait à jamais. De retour à mon appartement exigu du Vieux-Port, face à la mer qui clapote comme un remords, je déballai mes notes. Le carnet noir, témoin de 3 ans de rage, alla au feu une flambée dans l'âtre rouillé, page se tordant en cris muets. Demain, reprise des cours, philo à des ados désabusés, leur enseignant la résilience nietzschéenne. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais la nuit, les rêves vinrent, le pilier s'effondrant, ensevelissant la famille sous ses débris, Élise riant dans les bras d'un autre, Étienne, mendiant, errant les rues de Paris. Réveil en sueur, le goût du pastis sur les lèvres. Une semaine plus tard, un appel, Sophie. Alex, papa veut te voir. À Lyon. Pour réparer. Réparer. Le mot me fit sourire. Dis-lui que je viens. Pas pour pardonner, mais pour clore. Le train TGV filait, paysage flou. Lyon, ma ville natale, m'attendait avec ses traboules sombres et sa saône paresseuse. Chez Henri, dans l'appartement haussmannien ironie,
le même immeuble où Étienne avait vécu son triomphe, la réunion fut tendue. Pas d'Étienne, il avait fui à Paris, divorcé en express, carrière en miettes. Henri, vieilli de 10 ans, me serra la main. Tu as raisonné comme un Duval, impitoyable. Mais merci. Pour avoir forcé la lumière. Marguerite, effacée, murmura des excuses. Sophie, forte désormais, proposa un café. On recommence, cousin. Sans les mensonges. Peut-être, dis-je. Mais en sortant, rue de la République, je sentis le poids s'alléger. La vengeance n'avait pas guéri, mais libéré. Et dans ce vide, l'espace pour autre chose ou une vie sans pilier. Pourtant, un mois plus tard, un colis anonyme, une photo d'Étienne, d'échéance totale, joint à une note, tu as gagné. Mais je reviens. Le cycle recommençait? Non. J'avais appris, la vraie revanche est de vivre mieux. Les mois suivants s'écoulèrent comme un vin trop tannique, âpre au palais, mais révélant des arômes complexes à la dégustation. À Marseille, ma routine se teinta d'une étrange sérénité. Les cours de philo prenaient une saveur nouvelle, j'enseignais l'existentialisme de Sartre non plus comme une abstraction, mais comme un manuel de survie. L'enfer, c'est les autres, citais-je, et mes élèves ces gamins des quartiers nord, tatoués de rêves brisés hochaient la tête, reconnaissant leurs propres enfers familiaux. Sophie m'appelait souvent, sa voix un baume sur les cicatrices. Elle avait quitté Grenoble pour Aix, monté une petite agence de design, libérée du poids paternel. Papa va mieux. Il a engagé un détective pour Étienne, non pour le sauver, mais pour limiter les dégâts. Étienne. Le nom flottait encore comme un spectre. Les journaux avaient titré « Scandale au barreau, avocat lyonnais accusé de plagiat massif ». Il avait plaidé coupable pour un arrangement, perdu son cabinet, et sombré dans un exil auto-imposé à Nice, ville des perdants dorés. Claire, elle, avait refait surface sur LinkedIn, prof à Avignon, bio laconique, enseignant la littérature, apprenant la vérité. Pas de rancune publique, mais un silence qui hurlait. Je l'avais contacté une fois, par mail poli, désolé pour le chaos. Tu mérites mieux. Réponse laconique, je sais. Merci d'avoir ouvert les yeux. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne lâche pas si facilement. Un soir de novembre, pluie battante sur le Vieux-Port, mon téléphone sonna inconnu. Alexandre Duval? C'est Étienne. Sa voix, éraillée par le whisky ou la défaite, me glaça. Quoi? Un seul mot, arme affûtée. Un cessez-le-feu. Je sais que c'était toi. Tout. Je m'excuse. Vraiment. Un rire amer m'échappa. Excuses acceptées. Mais irréversibles. Attends. J'ai quelque chose pour toi. Une preuve. Sur papa. Il n'est pas clean non plus. Silence. Le grain de sable dans l'huître de ma paix. Quoi? Rencontrons-nous. À mi-chemin Valence, demain. Café de la gare. J'hésitais, le cœur cognant. Piège? Ou extension du chaos? D'accord. Mais seul. Valence sous un ciel plombé, la gare un hub de vie croisée. Étienne était là, amaigri, barbe naissante, costume froissé comme son ego. Café noir, sans sucre. Tiens. Il glissa une enveloppe jaunie. Dedans, documents bancaires, transferts occultes d'Henri vers des comptes offshore. Il finançait mes erreurs. Et les siennes, pot de vin pour des contrats immobiliers à Lyon. Pourquoi me le dire? Pour niveler. Tu m'as détruit, je te rends la monnaie. Mais. Je suis fatigué, Alex. De haïr. Je rangeai l'enveloppe, le regard froid. Fatigué? Essaie d'enseigner à des gamins qui te crachent au visage parce que tu oses croire en la justice. Tu as volé ma vie pour ton confort. Ça ne s'efface pas avec un café. Il baissa la tête. Je sais. Mais Élise. C'était vrai, au fond. Je l'aimais. Toi, tu étais trop. Idéaliste. Idéaliste? Je me levai, renversant la tasse. C'est ça qui te ronge, l'idéal que tu n'as jamais eu. Je partis, enveloppe en poche, le Mistral provençal remplacé par le Rhône froid. De retour à Marseille, j'hésitais. Envoyer à la presse? À Sophie?
Ou brûler, comme le carnet? La nuit porta conseil, une copie numérique à mon avocat, au cas où. Mais pour l'instant, silence. La vengeance n'était pas un appétit insatiable, elle avait sa mesure. Noël approcha, et l'invitation fatidique, Lyon, chez Henri. Pour Noël, en famille. Sans rancune. Sophie insistait. J'y allais, train nocturne, paysage noirci par la vitre. La maison des Duval, rue de 16, illuminée de guirlandes et d'un sapin kitsch. Henri m'accueillit, accolade raide. Joyeux Noël, fiston. Fiston. Nouveau rôle? Marguerite, ombre discrète, servit le foie gras sans un mot. Sophie, rayonnante, avait ramené un ami à un prof d'histoire, solide, rassurant. Le dîner fut un minefield, rire forcé sur les cadeaux, vin de Bourgogne coulant pour lubrifier les silences. Puis, Henri se leva, verre en main. Un toast. À la famille. Aux erreurs qui nous forgent. Ses yeux sur moi, un aveu muet. Mais Étienne n'était pas là. En cure, murmura Marguerite. À Genève. Pour se reconstruire. Reconstruire. Ironie. La nuit, dans mon ancienne chambre d'ado, je fouillais l'enveloppe. Les chiffres dansaient, des sommes folles, des dates chevauchant mes propres déboires. Henri avait financé le vol de ma thèse? Indirectement, peut-être. La boucle se refermait. Au matin, neige rare sur Lyon, je confrontai Henri dans son bureau, cheminée crépitante. Les documents. Étienne me les a donnés. Il pâlit, mais ne nia pas, c'était pour protéger. Toi, lui, nous tous. La famille, Alex. C'est tout ce qu'on a. À quel prix? Ma voix trembla, première faille. Ma vie, Étienne S., Sophie S. Il s'affaissa dans son fauteuil. Je paie, maintenant. Les contrats annulés, la réputation en lambeaux. Garde-les. Utilise-les si tu veux. Mais. Reste. Pour elle. Il désigna la porte, où Sophie passait, riant avec son ami. Je partis sans répondre, mais sans détruire non plus. La vengeance, maturée, se muait en choix. Marseille m'accueillit pluvieuse, mais vivante. Une lettre à Élise, j'ai pardonné. Pas pour lui, pour moi. Réponse, un billet pour Paris. Rencontre? Peut-être. Le pilier Overflow n'était plus qu'un souvenir gravé. J'avais débordé. Le printemps éclata sur Marseille comme une grenade mûre, bougainvilliers en feu sur les façades ocre, mer turquoise léchant les calanques, et un air chargé d'iode et de promesses. Ma vie, jadis un naufrage, voguait désormais sur des eaux calmes ou du moins oragées. Les cours se remplissaient d'élèves curieux, un article dans Le Monde sur le scandale Duval m'avait valu une invitation à un colloque sur l'éthique professionnelle à la Sorbonne. Ironie, le voleur devenu expert en vertu. Sophie vint me voir un week-end, vendant les voiles. Paris te tente, demanda-t-elle, attablée à une terrasse du Panier, salade niçoise fumante entre nous. Son ami Julien, désormais officiel, l'accompagnait, un gaillard barbu aux yeux rieurs. Pour un poste? Ou pour autre chose? Autre chose, admis-je, pensant à Élise. Notre rencontre à Paris, un mois plus tôt, avait été un baume inattendu, café aux fleurs, aveu murmuré sous les platanes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Alex. Mais j'ai eu peur. Peur. Le mot qui nous avait unis dans la chute. Maintenant, elle enseignait à Nanterre, divorcée d'un bref mariage d'appoint, et nous dansions une valse prudente, entre amis et plus. Prends-le, insista Sophie. La famille. Elle guérit. Papa a vendu l'appart à Lyon, investi dans une ferme en Ardèche. Maman fait du bénévolat à l'église L'Expiation, à sa façon. Et Étienne? Toujours à Nice. Il appelle parfois. Essaie de se racheter aux dons anonymes à des assauts contre le plagiat. Ridicule, mais sincère, peut-être. Je hochai la tête, fourchette en l'air. Ridicule. Oui, comme mon plan initial, ce pilier comme forteresse. La vengeance avait été un feu purificateur, consumant le superflu pour révéler l'essence. L'été arriva, et avec lui, un retour à Aix. Pas pour un mariage, mais une réunion euphémisme pour une thérapie familiale forcée.
Le domaine avait changé, tente démontée, jardin reverdi, mais le pilier toujours là, stoïque, overflow effacé par le temps ou une restauration hâtive. Henri nous accueillit, ridé mais droit. Pas de discours. Juste. Être. Étienne était là, ombre efflanquée, costume loose sur un corps ascétique. Nos regards se croisèrent, pas de haine, juste une reconnaissance lasse. Alex, dit-il, main tendue. Je la serrai, os sur os. Étienne. Claire n'était pas venue au trop tôt, avait-elle écrit. Mais Sophie, radieuse enceinte de 4 mois, porta un toast, à nous. Au duval cassé, mais recollé. Rire vrai, cette fois. Vin rosé, agneau grillé, et des histoires sans mensonge, l'enfance aux vignes, les bêtises oubliées. La nuit, seul au bord du bassin, je repensais au plan. Cruel? Oui. Nécessaire? Absolument. Il avait forcé les masques à tomber, révélant non des monstres, mais des humains infaillibles, comme moi. La psychologie humaine, cette garce, nous pousse aux limites pour nous reconstruire. 1 an plus tard, Paris. Élise et moi, dans un appartement du Marais, livres entassés et café fumant. Le mariage fut simple, mairie du 4e, pique-nique au Luxembourg. Sophie demoiselle d'honneur, Henri témoin bourru. Pas d'Étienne au pas près, murmura-t-il par SMS. Mais une carte arriva, félicitations. Tu mérites ça. La vengeance coulait encore, mais en ruisseau apaisé, arrosant un nouveau jardin. Derrière le pilier, j'avais trouvé non l'ombre, mais la lumière. Et si on recommence? Pas de plan cruel, cette fois. Juste la vie, nue et vraie.